Bonjour à tous. Alors, c'est un plaisir et un honneur de vous retrouver ici. Vous représentez notre opinion. Et donc, nous avions une information à vous communiquer. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à fixer ce rendez-vous ici. Ça va même. C'est là-bas que ça se règle. Oui. Okay. Oui. Alors, je tiens d'abord très sincèrement, mes chers frères et messieurs de la presse, à rendre hommage au peuple congolais, notre peuple, pour avoir pendant si longtemps tenu bon et pour avoir aussi exprimé à travers de multiples actions son courage, mais surtout sa volonté d'en finir avec le régime d'occupation qui caractérise aujourd'hui la République démocratique du Congo, notre pays. Je rends aussi hommage à cette soif de paix parce que finalement c'est ça l'objectif. Nous voulons un pays où règne la paix, l'entente et la solidarité, de manière à ce que chaque communauté nationale puisse s'épanouir avec l'espoir d'avoir un avenir garanti pour sa progéniture. Bon, vous avez été assez fidèle, à mon avis, pour diagnostiquer le mal qui caractérise notre pays. Rien ne fonctionne, vous le savez. Nous sommes dans un pays de non-droit où les institutions sont illégitimes. Et donc, l'administration étant déficitaire depuis longtemps, nous avons en fait, depuis 2 ans, un régime qui, évidemment, s'acharne à rester en place par défi. Alors, face à cette situation, il y a eu plusieurs initiatives au sein de la diaspora pour essayer de s'organiser un peu, pour faire passer le message, parce que chacun était d'accord que le message de l'opposition patriotique, responsable, dynamique et radicale n'est pas entendu. En lieu et place, nous avons vu beaucoup de tergiversations, des négociations avec le régime d'occupation. Évidemment, dans ces cas-là, rien ne pouvait marcher. Et donc, ce constat d'occupation, c'est tout de même notre préoccupation majeure. Alors, face à ça, il y a des compatriotes qui, après avoir compté les dialogues, les conciliabules, les colloques, eh bien, ils se sont dit, il est quand même grand temps, maintenant que nous venons de perdre un patriarche qui était accepté de tous, même ceux qui ne partageaient pas toujours son idéal, M. Etienne Tshisekedi, il faudrait quand même que nous puissions avoir un leadership responsable qui puisse au moins canaliser nos aspirations. Et donc, fidèle aux différents rendez-vous auxquels j'ai toujours répondu, dans les différents colloques, dans les différents rassemblements, dans les différentes réunions, il y a des compatriotes qui nous ont sollicités pour que nous puissions répondre à cette élection qui a eu lieu et qui nous a confié des responsabilités. J'ai donc accepté avec le même état d'esprit que j'ai chaque fois accepté de participer aux différentes réunions organisées par l'opposition politique en diaspora. Nous avons donc pris ces responsabilités dans le souci d'aider, de rendre service, parce que finalement c'est l'éducation civique et politique que nous avons reçue. Aider son prochain, défendre l'intérêt général qui passe au-dessus des intérêts partisans. Parce que quand on défend l'intérêt général, évidemment on défend aussi l'intérêt individuel, puisque chacun retrouve son compte. Et c'est ça justement que beaucoup de nos compatriotes n'ont jamais compris. Les intérêts individualistes ne résolvent pas les problèmes du pays. Mais par contre, les intérêts généraux et le souci du patriotisme, c'est vraiment ça qui sauve chaque ménage, chaque famille, chaque communauté. Alors, on a souvent entendu en diaspora, oui, mais si vous, opposition, vous réclamez le départ de Kabila, mais qui va le remplacer? Et là encore, nous avons observé que des compatriotes de la diaspora ont apporté un argument qui s'oppose justement à cet attentisme, à ces interrogations. Évidemment, ils n'ont pas toujours rencontré l'assentiment de tous, mais certains ont avancé l'idée que nous ayons un administrateur de manière à ce que celui qui règne au pays par défi puisse être remplacé sans aucun problème.
Alors, évidemment, ce schéma-là tarde à venir. Ce schéma-là, on en parle, mais parfois aussi on l'étouffe. Mais toujours est-il que, encore une fois, là aussi, le peuple congolais a démontré qu'il était capable de choisir un dirigeant et en tous les cas d'exprimer sa volonté. Alors, ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est que finalement, tout compte fait, nous sommes en train de courir après une deuxième indépendance. Et si nous voulons bien nous rappeler de l'histoire, la première indépendance en 1960, quelle était la caractéristique principale? C'est que nous avions les Congolais d'un côté qui se battaient pour leur souveraineté. Face à eux, il y avait la communauté internationale au sein de laquelle on retrouve la Belgique. Eh bien, aujourd'hui, pour cette deuxième indépendance, puisque nous sommes sous occupation, sous un néocolonialisme, mais utilisé par des bras africains, mais c'est toujours la logique de vouloir reconquérir la souveraineté nationale. La différence aujourd'hui, c'est que nous nous retrouvons, d'une part, il y a les Congolais, mais d'autre part, aujourd'hui, la communauté internationale n'est plus seule. C'est-à-dire qu'elle a aussi, avec elle, des Congolais. Et donc, vous avez une communauté internationale avec des Congolais qui sont opposés à d'autres Congolais. Et donc, le jeu est totalement déséquilibré. C'est une exclusion donc, qui a eu lieu depuis San Seti jusqu'à ce jour, où ceux qui devaient gouverner ont été exclus et ceux qui devaient rendre des comptes à la justice ont été actés comme des acteurs devant gouverner le pays. Et je pense que c'est là un des éléments fondamentaux que nous devons absolument maîtriser, parce que cela explique aussi beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc ça veut dire que quand on dénonce la corruption dans le chef du régime de Kinshasa, mais ça veut dire aussi que c'est une corruption qui s'étale sur toute la panoplie de cette opposition au peuple congolais qu'incarne une certaine communauté internationale au sein de laquelle nous trouvons l'ancien pays colonisateur. Alors, je pense que devant ça, nous les Congolais, nous devons donc essayer de pallier au plus pressé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons consenti au fait qu'il fallait cette fois-ci anticiper les événements. On a souvent reproché à l'opposition d'être toujours à la rescousse et d'être toujours en réaction et non pas en anticipation. Eh bien, nous avons pensé que toutes les solutions traditionnelles ont été absolument épuisées et qu'il n'y a plus aucune solution que l'on peut apporter dans un pays sous occupation en apportant toujours les mêmes remèdes. Et donc, nous pensons qu'un gouvernement de la diaspora peut apporter maintenant d'autres types de réseaux, d'autres types aussi de relations et certainement d'autres volontarismes pour libérer le pays. Puisque l'objectif est clair, c'est-à-dire que nous devons absolument libérer notre pays. Nous devons déloger l'occupant. Et donc là, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Et pour ce faire, nous avons considéré que ce gouvernement dont lecture va vous être faite tout à l'heure, eh bien, c'est un gouvernement qui a réuni les Congolais courageux. Parce que les consultations que nous avons entamées depuis l'élection fin juin jusqu'à ce jour ont pu aussi démontrer toute la difficulté qu'il y a au sein de la diaspora de se définir non pas en tant que volontaire pour le changement au pays, mais aussi en tant qu'acteur pour contribuer à ce changement. Mais nous avons aussi constaté que beaucoup de Congolais sont prêts à soutenir toute initiative, mais en restant en retrait. Et d'autres estiment que, eh bien, ils doivent plutôt accompagner le système en place. Mais je dois dire que de plus en plus, cette argumentation-là a été développée par une minorité de compatriotes que nous avons rencontrés. Alors, nous avons considéré que, pour être vraiment utile au pays, il fallait avancer avec ceux qui ont le courage d'avancer. Nous avons tenu compte du rôle des femmes, nous avons tenu compte de toutes ces femmes que nous avons consultées, et l'ossature qui va vous être présentée répond au réalisme, à la réelle politique que nous avons rencontrée sur le terrain. Et donc, le gouvernement
il sera encore élargi au fur et à mesure des quelques voyages qu'il nous reste à faire d'ici la fin de l'année. Il y aura des ambassadeurs, il y aura aussi, comme certains le souhaitent, un parlement de la diaspora. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les femmes vont jouer un grand rôle. Alors nous avons beaucoup imaginé des options pour intégrer justement les volontaires, toutes ces femmes qui veulent changer et qui ont peut-être besoin d'une expertise politique encore beaucoup plus futée. Eh bien, nous allons avec elles travailler ensemble en liaison avec la présidence de la diaspora. Et donc, dans quelques jours ou dans une semaine ou 2 semaines au grand maximum, il y aura toute une série de femmes qui vont se manifester et qui vont pouvoir démontrer qu'elles sont prêtes pour accompagner l'action politique du gouvernement de la diaspora. Alors, vous remarquerez aussi à la lecture que le ministère des Affaires étrangères, Défense, Sécurité et Justice, nous avons mis une notation pour dire que ce sont des matières sensibles pour un pays qui est sous occupation. Et que pour l'heure, il fallait d'abord consolider le socle de ce volontarisme pour défenestrer le régime en place. Et donc, c'est un comité stratégique qui va gérer ces matières plus exactement, dans un premier temps. Mais vous constaterez aussi que l'action allant de l'avant, eh bien, progressivement, vous saurez exactement quel est l'état-major pour ce qui concerne l'armée, quel est l'état-major qui accompagne ce gouvernement et surtout quels sont les tenants et aboutissants en matière de relations internationales pour agir efficacement. Et donc, nous aurons une diplomatie qui va être très très active, évidemment, parce que ce comité restreint sera des nôtres dès le premier conseil du gouvernement le 15 septembre prochain, c'est-à-dire dans 3 jours. Et donc, je vais sans plus tarder laisser Madame Annie vous faire lecture des membres de ce gouvernement. Et j'ajouterai tout simplement le fait que nous avons d'ores et déjà nommé un ambassadeur aux États-Unis, puisque, si vous le savez bien, aujourd'hui la communauté internationale est en compétition entre l'Europe et les États-Unis en ce qui concerne le Congo. Les dés ne sont pas jetés. Mais on voit très bien quelle est la tendance qui anime la communauté internationale regroupée autour des pays Schengen et quelle est aussi la tendance qui anime la politique étrangère des États-Unis par rapport au Congo. Et donc, par rapport à ces 2 pôles-là, on a bien compris qu'il y a un grand travail à faire et que le prochain voyage que nous aurons à effectuer au mois d'octobre aux États-Unis aura bien besoin d'un relais pour que nous puissions être efficaces le plus vite possible. Alors, ensuite, nous pensons aussi que la porte est ouverte, car la lecture qui va vous être faite, ce n'est pas une porte fermée, mais au contraire, c'est une porte ouverte pour que les Congolais se réapproprient leur destin. Voilà, je vous remercie. Madame Annie, vous avez la parole. Merci. Gouvernement de la diaspora congolaise, RDC. 160 avenue Jules Bordet, boîte 16, 1140, Bruxelles et Vert. Le gouvernement de la diaspora congolaise se chargera de mettre fin à l'occupation rwandaise, de restaurer la souveraineté de la République démocratique du Congo, la dignité du peuple congolais et la démocratie. Il est composé de ministre de la diaspora chargé des finances, M. Bernard Lutungu Mbona, ministre de la diaspora chargé de l'intérieur et de l'intégrité territoriale, M. Paul Kapita Chambangi, ministre de la diaspora chargé de la communication et de presse, M. Bruno Kasonga. 4. Ministre du gouvernement de la diaspora chargé de la promotion de la femme et du progrès social économique, Madame Bintou Nabindi Moulongo. 5. Ministre de la diaspora chargé de l'éducation nationale, M. Roger Poiti. 6. Ministre de la diaspora chargé de l'énergie, M. Fouele
Diangui Toukwa. 7. Ministre de la diaspora chargé des droits humains, M. Laurent Mbangou. 8. Ministre de la diaspora chargé des travaux publics, urbanisme, M. Jean-Pierre Ilela Lomanga. 8. Ministre de la diaspora chargé du plan et de développement scientifique, M. José Zouzi Dianguienda. 9. Ministre de la diaspora chargé de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, M. Kungu Luziamu. 10. Ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, Sécurité et Justice, géré par un comité stratégique restreint. 11. Délégué du gouvernement de la diaspora, chargé des actions de terrain, M. Henri Moukier. 12. Délégué du gouvernement de la diaspora, chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises, M. André Mabiala. 13. Délégué du gouvernement de la diaspora, chargé de la jeunesse, M. Denis Bitumba Mpongu. 14. Ambassadeur du gouvernement de la diaspora congolaise aux États-Unis, M. Sylvain Mbumba. Fait à Bruxelles le 12 septembre 2018. Je vous remercie. Voilà donc la liste de personnes qui vont composer le gouvernement de la diaspora dirigé par Madame Mpoyo Justine Kassavubu. Donc la liste vient de vous être donnée. Si vous avez des questions à poser à Madame Justine Kassavubu, elle est là, elle va répondre à vos questions. Merci.